Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette conférence à Agile Lausanne. Je m'appelle Jean-Claude Grosjean. Je suis coach Agile d'entreprise. J'interviens depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant sur des transformations agiles à grande échelle, à petite échelle, en France, à l'international, bref, dans pas mal de secteurs. Je suis aussi auteur de 3 livres orientés agilité, Culture agile, sa version anglaise, Agile Culture, et un dernier livre dédié sur la partie RH, l'agilité pour les RH. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez gagner ces livres durant cette session. J'en ai 5 à faire gagner. Cool. C'est pour vous. T'inquiète. En revanche, c'est pas pour les speakers. Désolé, toi. Donc voilà, mon speaker, vous pourrez gagner un livre. Donc voilà, auteur de livres, et puis bien évidemment, voilà, j'ai aussi ce blog, qualitystreet.fr depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, avec des centaines d'articles sur ça, sur ce qu'on fait là, sur l'agilité, sur le coaching agile, sur la transformation, sur la facilitation, le product management, bref, tous ces sujets-là, en français depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de culture, du rôle de la culture, de l'importance de la culture, de son impact largement sous-estimé sur le changement, sur la transformation agile. Petit détour par nos sponsors, et puis allons-y. Je vais vous laisser quelques secondes pour prendre connaissance de cette image, ce dessin de Jonathan Smart, agiliste qui travaille au UK. À gauche, puis à droite. Ça résonne, j'ai l'impression, chez certains. Alors peut-être cette situation vous est familière. Peut-être vous l'avez même vécu personnellement, j'ai l'impression que certains l'ont vécu. La vérité, c'est que considérer l'agilité comme uniquement comme un framework, comme une simple méthode, laissant toutes les normes comportementales, les normes d'entreprise, les normes culturelles inchangées ou de côté, ne vous permettra pas d'atteindre les objectifs que vous fixez. Ne vous permettra pas d'installer l'agilité sur le long terme, d'avoir de la performance durablement. Point important. Donc pour devenir une entreprise agile, votre plus grand challenge ne sera pas d'appliquer telle ou telle méthode, d'appliquer tel ou tel framework, du Scrum, du Kanban, du Safe, du Less, du Scrum at Scale, il y en a plein. Telle ou telle série de techniques, à l'échelle ou non, à distance ou non. Non, le plus grand challenge auquel vous aurez faire face sera d'intégrer la culture agile dans votre culture d'entreprise, dans l'ADN de votre entreprise. C'est le plus gros challenge auquel vous devez faire face. Donc intégrer toute la partie gauche, que vous voyez ici, tout ce qui fait la culture agile, dans votre propre culture d'entreprise. Alors quand je parle d'agilité, ou de culture agile, je parle bien évidemment de ce qu'il y a au cœur de l'agilité. Le changement, ce par quoi tout a commencé il y a une trentaine d'années. On est sur des méthodes, des approches adaptatives, accepter l'incertitude, faire face à la complexité du monde. Tout a commencé par le changement. Donc là, le change est au cœur de la culture agile. Je parle bien évidemment des clients. J'ai entendu une présentation tout à l'heure où on était vraiment orienté de plus en plus véritablement vers les clients. Donc la valeur pour le client. Deuxième aspect, au cœur de la culture agile. Et bien évidemment, le troisième élément, les employés, la valeur pour les employés. Alors les employés, c'est beaucoup plus récent. Je dirais que voilà, quand on parle en temporalité, les changements, c'est il y a une trentaine d'années, tout a commencé par là. La valeur pour client, encore une fois, entre 15, 10 ans, moi j'ai vu l'évolution en fait. Ces 15 dernières années, on a de plus en plus parlé de valeur pour les clients. Et de plus en plus, je dirais depuis 4, 5 ans, on est vraiment sur cette dynamique de valeur pour les employés. Donc satisfaire les clients, livrer de la valeur aux clients et aux employés tout en s'adaptant au changement de son environnement. On est vraiment sur ce cœur de l'agilité. Quand je parle d'agilité, je parle de ça bien évidemment. Je parle aussi des 8 accélérateurs de culture agile, d'agilité dans l'entreprise. Un petit mot sur chacun. Encore une fois, quand on parle d'accélérateur, j'aime bien aussi la présentation de Thomas tout à l'heure. On est vraiment sur la largeur. Pour reprendre les mots de Jung, mieux vaut être complet que parfait. Donc il ne s'agit pas d'être excellent sur du feedback en délaissant le travail ensemble. L'idée, c'est de voir large, de voir complet. Donc d'aller vers tous ces accélérateurs de culture agile. Donc plus on a ces accélérateurs, mieux c'est bien évidemment. Le premier, le travail ensemble.
Travailler ensemble dans les équipes, dans vos équipes produits, entre les équipes produits, le long de la chaîne de valeur, entre les départements. Tout ça pour casser les silos de l'entreprise. Donc, première chose, le travail ensemble, la collaboration. Deuxième chose, l'auto-organisation. On parle d'équipe autogérée, cette capacité qu'aura l'équipe à organiser ses propres activités, à décider de ce qu'elle va faire pour atteindre les objectifs qu'on lui a fixés ou qu'elle s'est fixés. Donc, deuxième point, l'auto-organisation. Troisième point, la confiance. On avait une conférence aussi ce matin sur la confiance de Jérôme. La confiance, c'est le carburant de votre entreprise. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas grand-chose. La confiance, ça vous permet d'aller plus vite, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet d'économiser de l'énergie. Donc c'est un fondamental, un élément indispensable de la culture agile. Lié à la confiance, le partage. Alors bien évidemment, on peut partager l'information à tous les niveaux, depuis le haut vers le bas, enfin bref, à tous les niveaux de l'entreprise, partager l'information avec transparence. Et évidemment, pour le faire, il faut être en confiance. Donc les deux sont intimement liés. Je parle aussi de partage d'expertise. On a évoqué à plusieurs reprises les comités de pratique ce matin. Comités de pratique d'agilistes, de product owner, de scrum master. Effectivement, le partage d'expertise est au cœur aussi de la culture agile. Donc voilà, on a ces éléments-là. Donc plus vous les avez, mieux c'est, plus ça va être plus simple d'intégrer cette culture agile dans l'entreprise. On a aussi l'amélioration continue, pilier du lean. On ne fait pas l'histoire, mais respect des personnes, amélioration continue. Donc l'esprit Kaizen du lean, ANSI, réflexion continue, Kaizen. L'idée dans l'entreprise, c'est d'être une entreprise apprenante. Donc de mettre en place régulièrement, au travers de rétrospectives ou de tout autre moyen, des actions d'amélioration pour lui permettre d'aller plus loin. L'amélioration continue, c'est au cœur de l'agilité. Feedback, alors j'entendais aussi culture du feedback chez l'Occitane ce matin. Le feedback est au cœur de la culture agile. Alors évidemment, feedback sur le produit, accepter, recevoir du feedback sur le produit que vous allez livrer. Évidemment, première chose. Feedback aussi que vous allez vous donner dans les équipes, entre les équipes. Le feedback en tant que pratique managériale. Donc le feedback, encore une fois, sujet ultra délicat, mais extrêmement essentiel dans notre dynamique de culture agile. Si vous n'avez pas de feedback, ça va être compliqué d'avancer aussi. Les deux derniers éléments, expérimentation, clairement, test and learn. On avait aussi une conférence ce matin autour du test and learn, le droit à l'erreur. L'expérimentation, elle est liée à l'évolution, c'est la clé de l'évolution humaine, c'est la clé aussi de nos transformations. On commence à mettre en place, on teste quelque chose, on voit si ça fonctionne, si ça prend, on amplifie et on continue comme ça. Donc la logique d'expérimentation qui est très liée au droit à l'erreur est indispensable à la culture agile. Et puis le dernier élément, on parlait des clients, on parlait des employés. L'idée, encore une fois ici, c'est de livrer de la valeur au plus tôt à nos clients et à nos employés. Donc la valeur devient une préoccupation majeure de toute l'entreprise. Alors évidemment, la valeur qu'on livre, mais finalement aussi la valeur dans toutes nos activités. On a vu aussi des techniques pour recueillir le feedback ou la valeur qu'on a dans les différents événements, mais le retour sur le temps investi en réunion, par exemple. Voilà, la préoccupation, la valeur devient une réelle préoccupation dans toute l'entreprise. Donc voilà, tout ça, toute cette partie-là, ces trois dimensions centrales de l'agilité et ces 8 accélérateurs, voilà, font ce tout qu'est la culture agile. Et donc le votre challenge, génératif et créatif, ça va être d'intégrer toute cette partie gauche dans tout ce qui fait la culture d'entreprise. Alors je ne limite pas la culture d'entreprise au socle de valeurs, trop réducteur. Moi je m'inspire des travaux d'Edgar Schein sur cette culture d'entreprise qui envisage la culture d'entreprise encore une fois comme un tout. Du plus abstrait au moins abstrait, du plus concret au plus visible, enfin, du moins concret au plus visible. Donc oui, il y a le sens de l'entreprise. Oui, il y a les valeurs, oui, il y a la mission, oui, il y a la vision de l'entreprise. Les croyances associées, le sens, au cœur de la culture d'entreprise, bien évidemment. On a aussi des choses en périphérie. Évidemment, les pratiques de management font partie de votre culture d'entreprise. Vos méthodes, vos process, ça fait partie intégrante de votre culture d'entreprise. Sans parler des process RH, de l'activité de communication, les rites, les symboles, et dernièrement le comportement des leaders. Tout ça, ça fait partie de la culture d'entreprise. Donc, passer de la partie gauche, mettre tout ce qu'il y a à gauche dans la partie droite. Alors, ça soulève quand même 2-3 questions. Première question fondamentale, comment on fait? Comment on va intégrer finalement toute cette partie-là, la culture agile, dans la culture d'entreprise, dans l'ADN de votre entreprise? Deuxième point que ça soulève, on est vraiment sur un travail créatif, génératif.
puisque votre culture d'entreprise est unique. Votre entreprise est unique. Sa culture d'entreprise est unique. Ce challenge d'intégration, cette transformation agile, ne peut être qu'unique. Donc oui à l'inspiration, et ces conférences nous permettent de nous inspirer de ce qui a été fait à droite à gauche. Oui à l'inspiration, non à l'imitation. Ce challenge, c'est un challenge de créativité. On va construire quelque chose qui n'a jamais existé dans votre entreprise. Génératif, c'est ça la définition du mot génératif. Autre point important, alors on n'est pas là, bon, on verra plus tard. Alors, sommes-nous tous égaux par rapport à ce challenge? Votre avis? Bon, il y a déjà des éléments de réponse derrière. Non. Non, évidemment non. Premièrement, alors on a deux petits bouquins sur la partie droite, mais premièrement, effectivement, des éléments de votre culture nationale peuvent influencer ou peuvent être éloignés de ce qu'on a vu sur la culture agile. Je vais prendre 2-3 exemples issus du livre de Culture et Organisation de Gerd Torstede, qui a travaillé sur ces dimensions-là pendant plus d'une trentaine d'années. Vous avez des pays où la distance hiérarchique est extrêmement forte. Alors la Russie, la Chine, on a des exemples, la Slovaquie. La distance entre le top et le bas est extrêmement forte. La France est un bon exemple aussi, où on a une distance hiérarchique assez forte. La Suisse francophone l'est également. On est assez similaires, Suisse francophone et France, sur cet aspect-là. Évidemment, dans ces pays-là, on est un peu plus éloigné des principes de management 3.0. On est un peu plus éloigné des principes d'auto-organisation, de délégation. Ce sera plus difficile d'aller vers là-bas. Dans ces pays-là, le chef a toujours raison. On a besoin de passer par le chef pour avoir des décisions. Je ne dis pas que c'est impossible, mais évidemment, ça rajoute de la difficulté à ce travail d'intégration. Autre exemple, vous avez des pays, des sociétés dites de performance. Pareil, encore une fois, les pays plutôt d'Europe de l'Est, Japon, on est vraiment sur cette dynamique de performance. Sur ces pays-là, mais encore une fois, la prise en compte de la dimension employée, le bien-être des employés sera un peu plus difficile. Encore une fois, pas impossible, mais plus difficile. Alors c'est pas un hasard d'ailleurs si la plupart des innovations managériales ou RH viennent des pays nordiques, viennent de la Finlande, viennent du Danemark. Beaucoup de choses se font là-bas. Parce que là-bas, on est plus dans une société, voilà, on va favoriser le bien-être des personnes, le bien-être des collaborateurs. Dernier exemple par rapport à ça, cette dimension culture nationale, le degré d'intolérance à l'incertitude. Ah, vous avez des pays, le Portugal, la Grèce, malheureusement la France, où c'est encore une fois on est moins tolérant face à l'incertitude, on a besoin de bien planifier les choses. Et tous ces éléments de culture nationale, bah, ce sont des éléments dont on va hériter nous, en tant qu'individu, en tant que personne, et qui vont finalement freiner ou accélérer notre intégration de la culture agile dans l'entreprise. Deux éléments, on n'est pas égaux, parce que, voilà, votre propre culture d'entreprise ou les éléments de votre culture d'entreprise peuvent être éloignés de ces éléments de culture agile. On a parlé des pratiques de management, ça semble évident, mais des pratiques plutôt orientées command and control, elles sont plutôt éloignées des principes, encore une fois, d'auto-organisation, de délégation. Une organisation qui est, on va dire, silotée, bureaucratique, très hiérarchisée, on a encore une fois, on a plus de freins sur la dimension de travail ensemble. Ça va être plus difficile de collaborer entre les différents compartiments. On est très très siloté. Les méthodes, voilà, on a parlé, là pour le coup, on parle un petit peu des méthodes, c'est important aussi de parler. Scrum, voilà, si encore une fois votre organisation est plutôt voilà, dans des cycles très traditionnels, loin de Scrum, loin de Kanban, loin de ce genre de choses, c'est plus difficile encore une fois d'intégrer l'agilité là-dedans. RH, les process RH, pareil, ça peut avoir un impact. Le comportement de vos leaders va aussi avoir un impact. Si vous avez des leaders voilà, qui ne vont pas forcément soutenir, qui ne vont pas se montrer exemplaires, qui sont très loin, très éloignés de l'agilité de ce projet de transformation, ça va être encore une fois plus difficile. Donc deuxième challenge, au-delà de la culture nationale, votre propre culture d'entreprise qui peut être éloignée de tout ça. Troisième point, le côté, encore une fois, complet, la dimension locale ne va pas suffire. Et ça, je l'ai vu beaucoup, je vous dis, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. Les belles initiatives dans la tech, elles peuvent avoir les limites si derrière, si le reste ne suit pas. Donc vous pouvez faire des belles démarches de qualité, du beau DevOps, des belles pratiques de développement. Si derrière vos process ne suivent pas, si derrière vous ne pouvez pas livrer aux clients, si les métiers ne sont pas impliqués dans votre histoire de transformation, à un moment les gens vont s'essouffler. Et ces meilleurs vont partir, je l'ai vu de nombreuses fois. Ils arrivent, ils ont plein d'espoir, ils font des belles choses, mais à un moment, c'est plus possible. Le reste ne suit pas, le management ne suit pas. On s'essouffle,
on est démotivé, on est désengagé, on s'en va. Donc l'alignement, il va être essentiel. Et ça renvoie deux messages forts par rapport à ces éléments-là, ce travail d'intégration. Un, l'effort d'intégration, il doit être global. Donc, oubliez l'optimisation locale, pensée globale, pensée systémique. L'idée, ça va être d'intégrer l'agilité dans tout ça. Et pas simplement à un endroit. Pas simplement mettre du Scrum à la R&D. C'est pas suffisant, c'est plus suffisant. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Ça pouvait l'être encore une fois. Il y a beaucoup d'années. Là, c'est juste impossible. Deuxièmement, on a besoin d'un travail d'alignement entre tous ces éléments. Donc le travail d'alignement, il va être omniprésent. Alignement entre les pratiques management et le sens, entre le sens et les méthodes, entre le sens et le comportement de vos leaders. Tout ça, encore une fois, ça doit être aligné. L'entreprise agile est une entreprise unique, certes, apprenante, certes, et alignée. Les meilleures performances, les boîtes les plus performantes, sont des boîtes qui sont alignées. Je l'ai évoqué, je crois aussi, Thomas, le côté alignement. C'est essentiel, non seulement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Alors soyons concrets, on a un petit peu de théorie ici, et c'est là où vous allez pouvoir gagner les livres. Voilà, le cadeau il arrive. On va être concret, on va voir comment on va intégrer cette culture agile un petit peu partout dans l'entreprise. Première question, et c'est là où j'attends votre participation. Qu'est-ce que ça signifie intégrer la culture agile au niveau du sens, au niveau de la mission, de la vision, des valeurs? Est-ce que vous avez des idées? Comment ça pourrait se concrétiser? Monsieur. Merci. Alors, c'est pas une idée, c'est quelque chose qu'on a mis en place, à savoir si c'est bien ou pas. On a mis en place des principes de comportement et de conduite qu'on a développés entre différents cadres, validés par la direction et avec lesquels maintenant on est en train de former les collaborateurs à travers les Power Sessions. Alors donc ça serait plutôt, je dirais, au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs qui sont concrétisées d'une certaine manière dans le quotidien des personnes, dans le comportement des personnes, la déclinaison des valeurs. Super, ben voilà. Bravo. Culture agile, c'est pour vous. Félicitations. Oui, alors je veux bien. Allons-y. Un ou deux exemples, parce qu'après j'ai il y a 5 principes de comportement. Alors je travaille à l'Office de la statistique, on a 5 principes de comportement et 5 principes de conduite. Et à chaque fois, on a quelque part une forme de duo, de binôme. On a par exemple, j'encourage, au niveau de la conduite, on va encourager le collaborateur. Et de l'autre côté, le comportement, c'est je prends des initiatives. Et voilà, après derrière, on fait des power sessions, enfin des formations courtes sur 1h30, durant lesquelles on va traiter ces éléments-là. Ou alors, c'est par exemple, je donne de la marge de manœuvre, et puis l'autre, je ne sais plus. Voilà. Donc tout ceci est décrit, on a fait ceci, voilà. Bon. C'est un exemple. Je me permets de vous interrompre, on va poursuivre, mais effectivement, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple d'alignement. Encore une fois, les valeurs n'ont de sens, les valeurs d'entreprise, notamment dont on peut parler, elles n'ont de sens que dès lors qu'elles sont vécues sur le terrain, dans le quotidien des gens. Sinon, ça ne sert à rien. C'est des valeurs qui sont affichées, c'est sur une belle affiche sur un mur, mais ça ne sert pas à grand-chose. On parlait tout à l'heure à l'idée d'ailleurs. Donc, très bon exemple au niveau de la déclinaison, je dirais, de l'alignement des valeurs, des comportements, des valeurs en comportement. Vous avez deux options en fait par rapport à ça. Comment on intègre la culture agile dans la culture d'entreprise au niveau du sens? Première option, c'est miser finalement sur les employés, donner la priorité aux employés. Alors évidemment, Netflix est très connu pour ça. Donc j'ai pris les exemples de Netflix et Zappos qui sont de la tech, qui sont extrêmement connus pour ce principe de valoriser les employés. Maintenant, on n'a pas entendu Netflix et Zappos pour parler de ça. Rappelez-vous d'HCL Technologies, Vinette Dayar, il y a une quinzaine d'années. Employee first, customer second. D'abord miser sur les employés, ils le rendront à vos clients. Donc HCL Technologies le fait depuis une vingtaine d'années. Et continue maintenant. Ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant, en termes d'apprentissage pour les comités de managers, etc. Regardez les mots utilisés par Netflix. La chose que nous valorisons le plus, voilà, les talents, people over process, dream team. La dimension people, elle est omniprésente dans ces boîtes-là. Et ce que vous disiez est super intéressant, non seulement elles sont omniprésentes au niveau des valeurs, mais elles sont déclinées en termes de comportement. C'est ça la richesse de la chose. Voilà, encore une fois ici. Ça, c'est la première option.
La deuxième option, c'est miser véritablement, je dis véritablement, sur le client. J'ai entendu aussi des choses chez l'Occitane qui étaient vraiment dans ce sens-là. C'est un point de départ de son agilité. Penser pour le client, penser vers le client. Là, j'ai mis l'exemple de Blablacar. Mais voilà, c'est quelque chose qui se retrouve vraiment dans le premier principe de Blablacar. Regardez la première phrase. Be a member. Notre objectif est de créer de la valeur pour les membres de notre communauté. Créer de la valeur pour eux. Donc non seulement c'est affiché, c'est le premier principe, et encore une fois, ça va se décliner dans les pratiques managériales et dans toute la boîte. Deuxième façon, et c'est complètement aligné avec, rappelez-vous, notre cœur de l'agilité. Employé dans un premier temps, client dans un deuxième temps. Et puis évidemment, vous pouvez faire comme ces deux boîtes. Alors ça fait depuis des décennies. Southwest Airlines et puis Toyota, qui finalement vont tout mixer. Ils ne vont pas s'arrêter sur le champ des valeurs. Cette dimension employé, cette dimension agilité, elle se retrouve là. Client, elle se retrouve dans la mission, dans la vision de l'entreprise, que l'entreprise veut créer, sa raison d'être. Elle se retrouve dans le Toyota Way. Regardez, respecter les gens. Travail d'équipe. On est sur le côté collectif et le côté employé. Et puis évidemment, allez voir le dernier principe, la dernière valeur du Toyota Way, allez voir sur le terrain, entendre la voix du client, pour encore une fois, lui donner des solutions qui vont le satisfaire. Et ça fait des décennies. Encore une fois, c'est peut-être pas un hasard si ces boîtes-là marchent encore et toujours. Elles ont compris l'essentiel dans les années 60 et 70. Elles continuent maintenant. Voilà, c'est une façon d'intégrer cette agilité dans le sens. Je propose ce petit outil que j'ai testé, que je teste régulièrement avec mes clients, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un département, j'appelle l'arbre du sens, où là encore une fois vous retrouvez l'essentiel de ce que je viens de dire. Métaphore de l'arbre, mais qui est ultra puissante. On est sur de la co-construction avec le collectif de ce sens dans l'entreprise. Le tronc représente la mission. Pourquoi l'entreprise existe-t-elle? Quelle est sa contribution majeure dans l'univers? Pourquoi pas? Le tronc, c'est là, la mission de l'entreprise. La cime de l'arbre, la vision. Qu'est-ce que l'entreprise souhaite créer, souhaite changer pour le futur, pour la société? Ce matin, j'ai entendu le mot OKR aussi. Voilà, cette vision stratégique, cette vision d'entreprise, ce que l'entreprise souhaite créer pour le futur, vous la déclinez en objectif stratégique, en thème stratégique. Et ça, vous pouvez le décliner avec les départements, avec les filiales. J'ai bossé avec une centrale qui était plutôt à Rennes et Paris, et avec toutes ces filiales, on a fait ce jeu de l'arbre du sens. On a décliné l'arbre du sens, notamment sur la partie stratégique, avec toutes les entités, toutes les filiales de la boîte. Hyper puissant pour aligner les collaborateurs, enfin les équipes plutôt. Et dernièrement, vous les avez en bas, les racines, les valeurs qui fédèrent, les valeurs qui rassemblent. Et encore une fois, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, ces valeurs qui sont déclinées dans des comportements qui sont vraiment pour le manager, pour le collaborateur, dans son quotidien, et qui s'inscrivent dans son quotidien, qui sont renforcés dans son quotidien. C'est la meilleure façon de travailler sur les valeurs. On les co-construit avec l'ensemble des collaborateurs, et après on les décline dans le quotidien des gens, pour que ça vive, pour que ça dure. Tester ça, ça marche vraiment bien. L'arbre du sens, plutôt cool. Et encore une fois, échelle département, échelle entreprise, ça marche, je veux dire à tous les coups, mais c'est vachement intéressant, très intéressant. Allez, il est temps de gagner un livre. Qu'est-ce que ça signifie intégrer la culture agile dans le comportement des leaders? On a parlé de leadership ce matin. Est-ce que vous avez des idées? Non speaker, hein, je rappelle. La règle, c'est toujours non speaker. Madame, elle a levé la main en premier, je suis désolé. Moi, je dirais role modeling. En anglais. Role modeling. Oui, l'exemplarité, c'est comme ça. Ok, très juste. Ok. Ah, c'est pour vous, madame. Parfait. Effectivement, l'exemplarité, c'est un bon exemple. D'autres idées? J'ai vu qu'il y avait d'autres Max. Monsieur, il n'y aura pas de livre, hein. C'est pas grave. Être capable d'influencer et donner en fait le pouvoir aux équipes, de s'accaparer, d'adopter, et de générer de l'engagement, etc. Oui. Très juste. Ça, je pense que c'est hyper important de la part d'un leader. Très juste. Ça résonne beaucoup. Ouais. Merci. Accepter l'échec. Merci. Donc là, ça renvoie à son propre comportement, effectivement, le leader. Effectivement, on parle de comportement. Ne pas être ce leader tout puissant. Effectivement, accepter de son côté l'erreur, droit à l'erreur et potentiellement l'échec dans ce qu'il peut accomplir. Ouais. Travailler les états d'esprit. Deux. Par exemple, de l'excellence opérationnelle pour aller vers une culture.
D'accord, effectivement. Rappelez-vous, encore une fois, le leader est le premier vecteur de culture. Schein nous disait que par rapport aux cultures qui sont dysfonctionnelles, le premier rôle du leader, c'est de casser ces cultures dysfonctionnelles. Le pouvoir, le comportement de leader est extrêmement important. Souvent négligé. Bon, après, moi, j'ai beaucoup travaillé évidemment avec ces dirigeants. Je vais aussi vous donner cette petite référence qui nous donne de juin 2020, je crois, qui nous montre finalement que sans le leader, rien ne se passe. Sans le leader, rien ne peut se passer. Ça, je pense qu'on en a tous conscience pour ceux qui travaillent sur cette logique de transformation. On a besoin des leaders pour avancer. Et Occitane, bravo, parce que vous êtes sérieux. Vous avez un soutien au plus haut niveau, visiblement, c'est top. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, bien évidemment, vous êtes chanceux. En revanche, on sait maintenant que c'est indispensable. Regardez cette phrase-là, effectivement, de ces 3 consultants. L'incarnation, ça rejoint un petit peu aussi ce que vous disiez, l'incarnation de l'agilité au plus haut niveau est désormais indispensable. On parle d'incarner l'agilité, incarner la culture agile au plus haut niveau. Indispensable. Pour avoir travaillé, je vous dis, avec cette cible, si on peut appeler ça cible, avec ces personnes-là, j'ai identifié une sorte de parcours commun, des patterns. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Le voyage du leader agile, en référence à Joseph Campbell, le voyage du héros, pour ceux qui connaissent aussi. Sorte, toujours un point de départ. Le point de départ commence toujours par un éveil personnel du leader sur cette nécessité de changer. Pour reprendre les mots de Campbell, c'est entendre l'appel. Alors ça vient, peu importe le déclencheur. C'est un défi, c'est un besoin, c'est un désir. Il y a quelque chose qui se passe en lui. C'est lié à une prise de recul, à une prise de conscience. Elle est un coach, peu importe, on s'en fout. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment cet éveil personnel au démarrage de la transformation. Ça va marquer le démarrage de la transformation qui va lui permettre de poser une intention, Thomas. Poser l'intention de la transformation. Voilà ce que je veux créer, voilà ce que je veux faire par rapport à cette transformation agile. Entendre l'appel, y répondre. Avancer, franchir le seuil en explicitant le pourquoi, donner du sens à tout ça. Expliquer la grande opportunité, qu'est-ce qu'il y a à gagner, quels seront les bénéfices, pourquoi on change, les urgences de changer. Alors souvent on insiste sur le volet négatif, l'urgence de changer, le truc qui ne va pas. Il y a aussi le volet positif, le désir d'aller vers quelque chose qu'on veut avoir. Pas négligé, il est peut-être moins puissant, mais il est réellement présent chez beaucoup de leaders. On veut aller vers quelque chose. J'aime bien ces mots de Volker Donner, le PDG de Bosch, alors il est plus, mais qui donnait du sens à cette transformation et qui montrait en quoi l'agilité était cruciale pour Bosch, pour toute l'entreprise. Et c'est des mots qui résonnent chez la plupart des employés. On explique, on donne du sens à ce qu'on fait. Et on rassure d'une certaine manière, on dit où on va. Évidemment, l'agilité, transformation, c'est tout sauf un long fleuve tranquille, il va falloir affronter les difficultés. Le voyage du héros, rappelez-vous le voyage du héros, on est vraiment en plein dedans. On a franchi le seuil, on a nos gardiens, on a formé notre coalition, on y va. Ouais, mais ça ne va pas être simple. Il va y avoir des obstacles à franchir, à accueillir, à contourner. Il y aura des difficultés. Donc là, présence, persévérance, conviction et exemplarité. Bravo, madame. Effectivement, on est vraiment là-dessus. J'ai eu le plaisir de travailler avec Martin Kunz chez Pictet. J'ai des camarades de Pictet là-bas aussi, avec qui j'ai travaillé en 2019-2020. On était vraiment sur cette logique, avec un leader engagé, omniprésent. On a lancé cette transformation, on a mis de l'itération, on l'a mené dans une logique de changement itératif, incrémental, avec des saisons de transformation. Martin était là au début, il donnait du sens, il donnait du temps. Il ouvrait, il est au milieu d'un gigantesque forum ouvert pour lancer la transfo. C'est important de voir ça. En termes de comportement, c'est ultra fort. On a des leaders qui se mouillent pour la transformation. Essentiel. Ça passe aussi ensuite, le parcours continue, le voyage du leader agile continue par une évolution de soi, bien évidemment. Alors, conscientiser les postures peut-être. Apprendre à déléguer, la vue plus collectif. Il y avait l'éveil personnel, il y a l'évolution personnelle à un moment donné. Et puis tout ça se termine par, évidemment, l'enjeu collectif. On est sur du collectif. Donc toute une dynamique, agile qui va se jouer au niveau du C-level, au niveau de la leadership team. Alors ça passe par un manifesto, ça passe par une volonté d'être plus stratégique, par beaucoup plus de travail ensemble, plus de workshops.
Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce leadership team fonctionne comme une véritable équipe agile. Alors, il est long ce voyage, hein. Évidemment, il est long. Mais encore une fois, moi j'en ai rencontré de ce type de leader et c'est toujours vraiment agréable de travailler. J'ai envie de dire, sans ça, sans ces éléments-là, c'est difficile d'avancer pour nous, même en tant qu'accompagnants dans ces transformations d'entreprise. On a besoin de ça, on a besoin d'eux. Voilà, donc c'est une façon aussi d'intégrer l'agilité dans le comportement des leaders, encore une fois, pour que tout ce tout fasse sens. Transformer le collectif, voilà, agir comme une véritable équipe agile. Allez, cadeau. Bon, celle-là, elle est facile. Comment intégrer la culture agile dans les pratiques de management? Dites-moi. Plusieurs réponses, mais du feedback, Oui, de la confiance, de la délégation. oui. Bravo. Confiance, feedback, délégation. On est en plein dedans, bravo. Tiens, hop. Merci. En premier lieu, alors il y a ça, hein, on est d'accord. Mais la première chose qu'on va devoir faire, en tant qu'accompagnant, ça va être de rassurer. Tout simplement rassurer. Parce que finalement, vos managers, ils arrivent avec plein d'inquiétudes. Ils arrivent avec minimum des questions. Et souvent, une vraie forme d'anxiété et beaucoup d'inquiétude. Donc, l'idée, ça va être déjà de les rassurer. Et puis voilà, de répondre à ces quelques questions. Parce qu'évidemment, voilà, qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que l'entreprise attend de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? On parle d'auto-organisation, d'équipe autogérée. Quelle est ma place? Quelle est ma place dans tout ça? Ça, c'est la question que j'ai le plus souvent. Quand je travaille avec les managers, c'est ok, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est ma place? Comment je me situe dans cette nouvelle organisation? Donc avant d'entamer cette logique effectivement d'intégrer l'agilité dans les pratiques managériales, on a vraiment un travail sur rassurer, limiter l'anxiété d'apprentissage que ces personnes-là vont avoir. Et c'est naturel. On l'a aussi avec les PO, on l'a avec les coachs, on l'a avec les Scrum Masters, on l'a naturellement avec les managers. Évidemment, ça passe par la mise en place, en tout cas l'aider à aller vers du management agile, vers une nouvelle posture. Alors, on a parlé, voilà, inspirer, donner du sens, co-construire le sens, apporter une vision. Ça, effectivement, c'est la première chose. Mais déjà, à la base, c'est de sortir de cette posture qu'on observe régulièrement à côté command and control. Première chose, on oublie ça. Enfin, on cherche à oublier. Et puis après, on guide le manager vers cette nouvelle posture et vers ces nouvelles activités. Inspirer, donner du sens, piloter par la valeur. Tout à l'heure, valeur pour l'entreprise, valeur pour les clients, valeur pour les employés. Donc l'orientation valeur, elle est omniprésente. Donc on l'incite, on l'aide à aller vers ça. Évidemment, développer les personnes. Le côté people, il est vraiment renforcé. Il fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la valeur pour les employés. Faire grandir les gens, travailler sur la partie carrière. Alors, il y a des petits outils qui marchent bien, au moins un minimum découvrir ses leviers de motivation, mais là, c'est apprendre à connaître ses collaborateurs, faire des one-on-one, créer une véritable relation de confiance. Le côté développement des gens, c'est un axe fort du boulot de manager maintenant. On travaille sur le cadre, voilà, définir le cadre, et puis évidemment l'aider à l'optimiser. Donc là, je travaille encore une fois dans une transformation d'orga, on met en place l'approche produit, ben voilà, ces managers, ils sont vraiment présents pour construire ce cadre qui va nous permettre, voilà, de fonctionner ensemble. Cette logique d'organisation de produits. Donc c'est là la construction du cadre, et ils vont aider à faire en sorte que le système s'améliore. On dit souvent que le manager ne manage pas les gens, mais il manage le système. C'est très juste. Il développe les gens, il développe les people, et il manage le système, il va gérer le système. Dernier point, évidemment, on a des équipes auto-organisées, auto-gérées, comme dirait Scrum. L'idée pour le manager, c'est de se positionner par rapport à elle et soutenir cet effort d'auto-organisation, lever les obstacles, encore une fois, être présent sur le cadre, et laisser faire, mais être là, encore une fois, au bon moment et quand il faut. La matrice de délégation est très utile aussi pour ça, on se partage les responsabilités. On définit ce qui est dans le champ, décision, le pouvoir dans l'équipe, et ce qui reste dans les mains du manager, et comment finalement ces deux acteurs vont travailler ensemble. Donc il y a ces 5 dimensions du management agile, et évidemment au milieu, il y a cette capacité pour le manager à développer son agilité personnelle. Accepter l'incertitude, composer avec la complexité du monde,
tout en créant de la valeur pour soi et les autres. Ça passe par un changement de posture, des variations dans les postures, la complétude des postures. Le servant leader, le mentor, le formateur, le manager, et tant d'autres. L'agilité personnelle devient une qualité, une compétence extrêmement forte maintenant dans nos organisations, à travailler. Et le manager doit faire preuve d'agilité personnelle. Allez, on continue. Il en reste 2. Si vous suivez la roue, il en reste 2. Normalement, on est bon. Que signifie intégrer la culture agile? Alors, dans le champ RH, on aurait pu parler de communication, etc., mais au moins dans le champ RH. Alors, il y a quand même un livre qui est dédié sur ce sujet-là. L'agilité pour les RH pour l'agilité. Est-ce que vous avez des idées? Commencer par exemple à passer les idées de l'agilité, de l'onboarding, Oui. Oui. de la formation, de l'engagement pilule Ouais. en termes de culture d'entreprise. Ouais. Mettre une dose d'agilité donc dans le process d'onboarding, par exemple, ou dans le training. De l'employer branding. aussi. Ouais. Ouais. Ok. Bravo. C'est très juste. Je dis ça. Vous l'avez? Des idées? D'autres? Le champ est vaste. Ouais, ça marche. Il accélère. Pas une idée, c'est une accélération qui m'est demandée. Ok. Ça adapte. Le message fort ici, c'est que l'engagement des ressources humaines n'est juste plus une option. Voilà, c'est plus une option. Il va falloir mettre de l'agilité, une dose d'agilité dans plein de choses. Évidemment, alors, dans tous ces sujets, dans la culture d'entreprise, dans la gestion de carrière, dans l'engagement, dans la formation, dans la gestion des talents, dans le recrutement. Donc là, mettre de l'agilité, alors j'aime bien effectivement cette petite dose d'agilité dans les process RH, mais c'est effectivement indispensable. Alors vous me direz, c'est bien beau tout ça, mais par où on commence? Alors ça, la pyramide RH agile, j'ai formalisé après avoir écrit le livre. Malheureusement, vous ne la retrouvez pas dans le livre. Si je fais une deuxième édition, vous la retrouverez dedans. Mais effectivement, ça montre un petit peu aussi l'évolution nécessaire pour le métier RH. Tout commence par le bas, par le basique. Je l'ai entendu chez l'Occitane ce matin. Déjà comprendre les concepts, comprendre ce que c'est, comprendre ce qu'est la culture agile. Les accélérateurs et tout ça, les frameworks, oui, on comprend. 2, on met en place, on met en pratique. Pourquoi pas être... Effectivement, on met en place du management visuel, une logique itérative, des sprints. C'est cool, intéressant. Et puis après, l'idée, c'est d'aller plus haut dans la pyramide. Et plus on va haut dans la pyramide, encore une fois, mieux c'est. Jusqu'au bout où là, on aura des RH qui sont associés à la transformation, à la facilitation de la transformation, en tant que responsable de la transfo, où on va mettre de l'agilité dans les processus RH. Alors, pas simplement dans le recrutement. Le recrutement, c'est presque facile. Non, j'ai envie de dire presque. On n'y est pas encore, mais voilà. On est un petit peu là-dessus. Recruter et gérer les talents agiles, c'est au milieu de la pyramide. Moi, j'ai beaucoup d'expérience d'équipes qui le font déjà. C'est OK. Depuis quelques années. Maintenant, quand il va s'agir de mettre de l'agilité dans l'évaluation de la performance, envisager d'autres process tels que la rémunération, hyper délicat. Puis après là, on reboucle sur les cultures nationales. Par les rémunérations en Suisse, transparence des salaires en Suisse, c'est pas si simple. Je crois. Je me suis inspiré de ces éléments-là, je veux dire franchement. Donc il y a des process auxquels on peut toucher et d'autres qui sont plus difficiles à toucher. En revanche, l'idée, c'est de monter là-dessus. On commence par le bas, on commence par la base, c'est le point de départ, et après on monte dans la pyramide. On met de plus en plus d'agilité dans tous ces process. On revoit tout ça. Et puis, ce qui nous reste 2 minutes, le dernier cadran, qu'est-ce que ça signifie finalement de mettre de la culture agile dans la structure d'entreprise, dans les méthodes, dans vos process. Des idées? C'est plus facile. Madame. Mettre des boucles de rétroaction, Oui. des rétrospectives, l'amélioration continue, voilà, ce genre de choses. Exactement. Mettre de l'amélioration continue dans les pratiques des équipes. Effectivement, Scrum nous aide pour ça. On a ce rendez-vous de rétrospectif qui est pour l'équipe Scrum, par exemple. Cadeau. Je vous le laisse, on le voit. Faites passer si vous voulez bien. C'est une première option.
Il y en a d'autres, effectivement, mettre en place, voilà, les méthodes. Là, on est sur l'axe méthode. Hein. Je disais tout à l'heure, 20% c'est de la méthode, donc évidemment, il y a de la méthode quand même. Mais l'idée pour nous, ça va être de passer d'une organisation, voilà, on voit sur la partie gauche, très hiérarchique, très structurée, très bureaucratique, très figée, très silotée, hérité du monde d'avant. Passer de ce monde-là à un monde beaucoup plus dynamique et à un monde en réseau. C'est une logique d'équipe cross-fonctionnelle au cœur de ce modèle structurel. Rappelez-vous, l'agilité, les transformations agiles, c'est une partie culture, c'est aussi une partie structure. Structure et méthode. Donc l'idée, c'est d'aller vers ça. Donc là, mes gros chantiers depuis 2-3 ans, on va dire depuis 3 ans, c'est vraiment sur ça, sur passer en mode produit. Passer du monde de gauche à un monde plus en réseau. L'orga produit. Vraiment centré sur l'équipe pluridisciplinaire cross-fonctionnelle qui va délivrer de la valeur et qui est centrée sur son client. Donc là, on touche à la structure, et encore une fois, on reboucle sur notre définition d'agilité. On a une structure qui est construite pour répondre aux changements, pour la collaboration et pour ravir, pour satisfaire les clients et les employés. Donc il y a un volet fort sur la structure, et encore une fois que j'observe depuis 2-3 ans, on est vraiment là-dessus. On travaille là-dessus, et donc là, on est amené, ou l'orga est amené à revoir sa structure, à revoir bien évidemment ses processus et ses méthodes. Et encore une fois, l'ensemble. Parce que les process ou les méthodes à la R&D, ça ne suffit pas. Il faut monter après à la gestion de portefeuille, impliquer les métiers, enfin voilà. Ça soulève quand même beaucoup de choses, mais on est vraiment sur cette logique de taper, parce que c'est bien ça, il faut taper dans la structure à un moment ou à un autre. Et on reboucle aussi sur ce qu'on disait avant, sur le côté alignement. Si vous n'avez pas le soutien des bons sponsors et des bonnes personnes pour modifier, revisiter cette structure, ça va difficilement fonctionner. Voilà. Alors on pourrait faire plein de choses autour de ça. Il faut décliner en 10 slides. Voilà, c'est l'essentiel est là, aller vers une organisation beaucoup plus adaptative, en réseau. En tout cas, moins figée. Voilà. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Je termine avec cette petite définition de l'agilité personnelle. J'aime bien. On est vraiment sur cette logique d'accepter la certitude, composer avec la complexité du monde, et puis cette notion vraiment de création de valeur pour soi et pour les autres. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Et puis voilà, si vous avez une ou deux questions, je pense qu'on était pour sur les questions. C'est le moment, je vous écoute. Alors, j'ai une question, c'est par rapport à justement toute cette transformation agile. En général, super quand on est dans un marché florissant, où on a des portefeuilles produits qui sont des vaches à lait. Imaginons qu'on est dans une situation où on consolide chaque année 30 à 40% du chiffre d'affaires. Comment on fait une transformation agile dans cette situation? Je n'ai pas la réponse toute faite à ça, mais effectivement, c'est un travail. Je vais revenir un petit peu au pourquoi et ce qu'il y a gagné derrière. Donc revenir effectivement à pourquoi vous allez le faire. Encore une fois, on le fait pour avoir des gains, pour avoir des résultats, pour orienter les résultats. Donc moi, je reviendrai encore une fois au point de départ. C'est un peu, c'est assez basique comme réponse. De toute façon, c'est ultra contextuel de ça. Mais voilà, revenir au point de départ. Pourquoi vous faites cette transformation? Qu'est-ce qu'il y a gagné? Et où vous voulez gagner des choses? Parce qu'encore une fois, là où je suis assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a des contextes où on peut mettre plus d'agilité que d'autres. Puis après, il y a des contextes qui sont encore une fois plus influencés par l'environnement externe. Donc, une affaire de priorité, de choix, de terrain de jeu. L'idée, c'est d'aller, encore une fois, petit à petit. L'approche de change aussi que je préconise, c'est vraiment une logique vraiment itérative, incrémentale, y compris pour la logique de change. On ne fait pas en mode... On l'a fait, hein, je me rappelle, il y a 15 ans, on entamait des transformations un peu en mode bulldozer. C'est fini, ça ne marche pas en plus. Donc là, on est vraiment dans une logique d'impliquer un maximum de gens, de procéder par expérimentation, par itération et par terrain à gagner progressivement. Là, je suis dans une organisation à Genève où c'est le cas. C'est-à-dire que voilà, on y va par petits bouts. C'est très traditionnel, très ancien. Il y a de belles choses, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on y va à notre rythme. Là, on doit y aller. Et il y a des choix à opérer, bien sûr. Affaire de contexte. Voilà. D'autres questions? Non? Ok, bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez le rôti d'ailleurs quand on parlait de feedback, donc si vous voulez. Et puis sinon, bonne fin de journée de conférence. Merci.